Good Morning Business, le grand entretien. 7h43 sur BFM Business et sur MC Découverte. Notre invité aujourd'hui avec Raphaël Legendre, c'est Antonin Bergeaud. Bonjour. Bonjour Antonin Bergeaud. Vous venez de recevoir le prix du meilleur jeune économiste 2025. C'est décerné par Le Monde et par le Cercle des économistes. Vous êtes professeur associé à HEC. Vous avez moins de 41 ans puisque c'est la règle pour avoir ce prix. Vous avez 36 ans et votre spécialité, c'est la croissance, la productivité et les systèmes d'innovation. Du coup, ma première question, est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui va sauver l'Europe? Est-ce qu'on a une chance? Est-ce que c'est notre seule chance dans la compétitivité mondiale? Alors, c'est pas notre seule chance et c'est pas non plus la solution qui va nous sauver si on règle pas nos autres problèmes. C'est une opportunité et on est au début probablement d'une révolution technologique, donc il faut en bénéficier. On va probablement bénéficier de gains de productivité importants qui vont du coup aider tout un certain nombre, notamment de dépenses publiques, qui vont devenir un petit peu moins coûteuses du coup en relation au PIB. En revanche, on a raté il y a 20 ans ou il y a 30 ans maintenant la révolution numérique en Europe pour des raisons structurelles qu'on n'a pas tout à fait réglées. Donc on peut tout aussi bien rater la révolution de l'IA. On est déjà en retard. Vous dites que c'est pas le cas aujourd'hui parce que beaucoup disent qu'on a raté effectivement la robotisation au début des années 2000, le virage numérique en 2010, les GAFAM sont américains, les bâtisses chinois, l'Europe régule, c'est ce qu'on dit en général. Vous pensez qu'on a encore une carte à jouer en Europe ? Oui, je pense qu'on a une carte à jouer. Je pense que quand même depuis un an, les choses ont changé, en tout cas dans les discours et dans les ambitions. On a, depuis le rapport Draghi notamment, on a quand même compris qu'on avait créé un certain nombre de freins à l'innovation en Europe qu'il fallait quand même commencer à lever. Et c'est pas forcément très compliqué à faire. Le problème, c'est que ça nécessite sans doute de renoncer à un certain nombre de valeurs qu'on a, ou en tout cas de peut-être les revoir un petit peu, ce qui est pas évident et ce qui est pas forcément nécessairement souhaitable. C'est-à-dire quelle valeur ? On a beaucoup de régulations en Europe, comme vous l'avez dit. Beaucoup de ces régulations sont en faveur de l'environnement. Elles sont tout à fait souhaitables et elles ont été elles émanent plutôt de volonté des peuples européens. Voir s'il faut être un petit peu moins rapide sur les régulations pour l'environnement parce qu'on veut être à la frontière technologique sur l'IA, c'est pas quelque chose d'évident. En tout cas, il faut qu'on ait ce débat. On est allé trop loin ? Je sais pas si on est allé trop loin. C'est pas. Je pense qu'il faut avoir conscience que c'est quelque chose que les autres pays ne font pas. Les États-Unis ne font pas autant que nous. Ça leur libère un certain nombre de marges que nous on n'a pas. Donc à ce moment-là, il faut qu'on trouve notre équilibre. Il y a un autre exemple, c'est toutes les dépenses qu'on fait en Europe pour une forme d'équilibre territorial. Toutes les dépenses de cohésion, on investit énormément dans les infrastructures en Europe de l'Est et en Italie du Sud et dans des pays dont la croissance est assez remarquable. Donc c'est des beaux succès de l'Europe, mais c'est de l'argent qu'on ne met pas dans les batteries ou dans l'IA, par exemple. Sur ce rapport Draghi qu'on a déjà depuis 9 mois, dont on parle ici quasiment quotidiennement, vous dites que les politiques ne s'en sont pas saisies. On a fait une erreur de communication de départ à parler des 800 milliards d'euros à trouver. C'est tellement une montagne colossale qu'en fait, finalement, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Il y a une erreur on n'aurait pas dû en parler, en fait, de ces 800 milliards. Oui, je pense on s'est un peu focalisé sur ce chiffre qui est en plus un chiffre qui est vraiment calculé, c'est un ordre de grandeur et qui n'avait pas forcément vocation à être aussi central. Dans le rapport Draghi, ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'il met en avant le fait qu'on pense que l'Europe est un marché unique alors que c'est pas le cas. Il y a énormément de régulations, on se met des régulations entre États membres et en fait ces régulations entre États membres qu'on met pour protéger certaines industries ou parce qu'on a des préférences qui sont un peu différentes, elles créent un peu une espèce de droit de douane à l'intérieur de l'Union européenne. Je pense aussi que ça traduit le fait que chaque pays européen essaie toujours un petit peu de tirer la couverture à lui en Europe. On n'arrive pas encore à raisonner complètement avec une politique économique globale. Ce qui est un peu compliqué quand on veut faire de la politique industrielle, parce qu'évidemment, en France, en Allemagne, c'est des pays qui sont gros, mais on ne bénéficie pas de la taille complète de l'Union européenne. Et par exemple, pour les dépenses de défense, il faut vraiment qu'on parie sur le fait qu'on va faire des achats communs en Europe, qu'on va faire une industrie commune de défense, parce que si chaque pays commence à acheter son propre matériel avec ses industries locales en essayant de les favoriser, en fait, ça va être très très long et en définitive, on va finir par acheter des produits américains. Et ce sera très inefficace pour l'Europe et pour l'innovation européenne. Le rapport Draghi, il est connu depuis un an maintenant. Il tarde un peu à être mis en place. La boussole de compétitivité européenne tarde à être implémentée. Est-ce que ça va assez vite selon vous ? Est-ce que ça avance dans le bon sens? Non, je pense que ça va pas. Oui, je trouve que ça va dans le bon sens. Pour l'instant, ça reste beaucoup des discours, hein, ça c'est vrai. Mais déjà, c'est quelque chose d'assez nouveau. Hein. Avant, c'était compliqué d'avoir un diagnostic commun et partagé. Ça va pas assez vite aujourd'hui. Le problème, c'est que l'IA va tellement vite que la moindre erreur nous fait perdre des mois. Alors, l'avantage, c'est qu'on est au début probablement de la révolution IA, donc on peut encore rattraper notre retard assez facilement, je pense. Mais c'est compliqué de trouver la manière d'agir parce que, encore une fois, il y a
il y a aussi des freins culturels. On a vraiment du mal, je pense, à penser collectivement ce que c'est qu'une politique économique en Europe. Alors justement, penser la politique économique, c'est pas facile. Comment vous regardez Donald Trump de l'autre côté de l'Atlantique? Est-ce que vous avez l'impression que justement c'est la science économique qui gagne, puisqu'à chaque fois il prend des décisions, il voit que ça va pas dans le bon sens, ça prend pas le bon couloir, et il revient en arrière? Oui, il y a une forme de... Trump a fait deux choses. La première chose, c'est qu'il met vraiment l'Europe devant ses responsabilités. Donc finalement, en fait, Trump a eu presque plus d'impact que le rapport Draghi. C'est une chance presque pour l'Europe, finalement. Oui, je pense que c'est une chance de ce point de vue-là, en tout cas. Disons que maintenant, on ne peut plus faire semblant d'ignorer nos problèmes. On peut décider d'attendre 4 ans et faire comme si tout allait disparaître. Mais enfin, je pense que maintenant, il y a des choses qui ont été soulignées, des faiblesses un petit peu de souveraineté européenne qu'il faut absolument régler. Et Trump a au moins le mérite d'avoir mis ça en avant. Trump n'a pas tellement finalement mis en avant non plus les divisions européennes, ce qui est quelque chose qui était peut-être qu'on aurait pu attendre, mais en fait l'Europe est restée relativement soudée face à Trump, ce qui est plutôt aussi quelque chose d'étonnant. Et la deuxième chose que Trump a fait, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est qu'il a démontré, c'est peut-être un problème pour les historiens, mais qu'en fait on ne pouvait pas complètement faire n'importe quoi en termes de politique économique. On a tendance à penser que l'économie n'a pas totalement une science précise et que finalement les politiques peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent, ça ne change pas grand-chose. Là on voit que quand on met des droits de douane sans aucune logique théorique derrière, effectivement les marchés réagissent, les entreprises réagissent en faisant des stocks, et en fait tout ça a des effets négatifs très rapides sur l'économie. Vous êtes en train de nous dire, Antonin Bergeaud, qu'il a fait n'importe quoi en termes économiques, Donald Trump, en 3 à 4 mois? Il a fait n'importe quoi dans la manière dont il a calculé les droits de douane, les tarifs qu'il met sur tous les pays. Ça repose absolument sur une logique qui prenant en compte la TVA, ce qui n'a aucun sens. Prendre en compte la TVA, considérer qu'il faut réduire les déficits bilatéraux avec tous les pays, ce qui est quelque chose, déficits commerciaux, qui est quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Il mène une politique intérieure qui est assez aussi difficilement compréhensible dans la mesure où il a été élu parce qu'il y avait beaucoup d'inflation dans les États, notamment républicains, et finalement, il mène des politiques très inflationnistes. Et enfin, il s'attaque à l'université, qui est le bastion américain, qui est à l'origine de tous les succès économiques et d'innovation américaine. On a eu la démonstration cette nuit, oui. Exactement. Avec les étudiants étrangers qui ont désormais leurs visas qui sont arrêtés dans les ambassades, ça a été décidé cette nuit, on y reviendra. Comment vous concevez votre boulot d'économiste? C'est-à-dire que vous êtes spécialiste des questions de croissance, de productivité, des systèmes d'innovation. Vous devez vendre ça aux Français avec l'idée que c'est important. Vous devez impulser des politiques publiques. Vous voyez ça comment? Alors, mon boulot d'économiste, c'est un boulot de chercheur. Donc, c'est vrai que pendant longtemps, il était un petit peu séparé du grand public, on va dire, même si on essayait toujours de communiquer un peu sur ce qu'on faisait. Maintenant, depuis quelques temps, les choses sont un peu différentes, et je pense que j'aimerais faire comprendre aux gens, qui commencent quand même, je pense, beaucoup à le comprendre maintenant, que la productivité, en tout cas le ralentissement des gains de productivité, c'est quelque chose d'assez problématique. Non pas parce qu'il faut absolument avoir de la croissance à tout prix sans réfléchir, mais parce qu'en fait, l'absence de productivité fait que si on veut avoir de la croissance, il faut absolument agir sur les autres leviers. Et les autres leviers, c'est du temps de travail supplémentaire, ou mettre plus de gens en emploi, ou alors... ou investir davantage que ce qu'on a du mal à faire. En fait, et donc le problème, c'est que notre système économique, et notamment le financement de notre système social, il est basé sur l'idée qu'on va avoir de la croissance, que chaque année on va s'enrichir. La démographie étant défavorable, il faut que la productivité compense en plus ça. Et le fait de plus avoir de productivité, ça pose vraiment beaucoup de problèmes économiques. Et je pense qu'une grande partie des débats qu'on a sur les retraites, sur les finances publiques, en fait, vient essentiellement du fait qu'on n'a plus de croissance, parce qu'on n'arrive plus à générer de productivité, parce qu'on n'arrive plus à être assez innovant, et parce qu'on a perdu tout un tas de moteurs qu'on a eu pendant des décennies. Et ça, je pense que c'est vraiment important qu'on l'ait en tête. Je trouve qu'il y a beaucoup de psychologie dans la question de la productivité. C'est pas qu'un sujet économique. Du coup, comment vous faites pour dire aux gens qu'il faut être plus productif, que ça soit travailler un peu plus, mais être plus productif dans leur temps horaire? Non, mais c'est pas. Je pense pas que ce soit aux gens d'être plus productifs. La productivité, c'est un terme qui est souvent connoté négativement, parce qu'on pense que ça veut dire il faut se bouger un peu plus, et puis être un peu plus exploité. Même, non? Oui, non, c'est un peu plus exploité, beaucoup d'innovation aussi. Mais je veux dire, les Français travaillent de manière assez efficace. C'est plutôt des systèmes collectifs. C'est l'organisation du travail, c'est l'innovation, l'investissement dans des technologies, le fait d'être capable aussi de dire qu'il faut arrêter de protéger certaines entreprises et peut-être réallouer les crédits vers d'autres, parce qu'il y a des entreprises qui ne sont pas assez productives. Il faut favoriser la réallocation de l'emploi, notamment vers des entreprises plus productives, parce qu'en fait, quand on est coincé dans une entreprise
pas productives, les salaires stagnent, on est malheureux. En général, c'est les entreprises qui ont des organisations qui sont un peu dysfonctionnelles, ça rend les travailleurs aussi insatisfaits. Donc, c'est négatif pour tout le monde, quoi. La productivité, c'est pas du tout quelque chose qu'on doit opposer nécessairement à une forme de bien-être au travail. Au contraire, je pense que c'est pas ce que j'ai dit, mais là, vous refusez de dire qu'il faut travailler plus, en fait. Non, justement, la productivité, c'est l'efficacité par heure de travail, c'est la production par heure de travail. Donc, si on travaille plus, a priori, on devient un petit peu moins productif. Ça peut être un levier. D'ailleurs, c'est le plus simple à lever à court terme, c'est d'augmenter le temps de travail. Parce que la productivité, c'est compliqué. Encore une fois, il y a un certain nombre de freins qu'il faut lever. Donc, la solution, c'est d'augmenter le temps de travail. Si on veut augmenter le PIB, mais je pense qu'on n'a pas spécialement envie d'augmenter le temps de travail. C'est très difficile à faire passer comme message. Ça ne va pas tellement dans le sens de l'histoire, qui est plutôt de baisser le temps de travail, et notamment avec l'IA. On va sans doute avoir des réductions encore supplémentaires de temps de travail. Donc, à mon avis, le levier, et j'aimerais faire passer ce message, c'est la productivité, donc l'innovation. Et l'innovation, en même temps, vous expliquez très bien qu'on produit 30% des papiers scientifiques en Europe, mais on ne dépose que 10% des brevets. Il y a peut-être quelque chose à revoir à ce niveau-là aussi. Absolument. Je pense que l'innovation, en Europe, un des grands sujets, c'est la manière dont on la finance. On dépense énormément d'argent en Europe. Le public dépense beaucoup d'argent pour financer l'innovation, en France aussi d'ailleurs. Cet argent, il n'est pas forcément bien dépensé puisque les entreprises d'ailleurs ne redépensent pas suffisamment. Le gros différentiel qu'on a avec les États-Unis, c'est sur le privé. Or, en fait, nos systèmes de financement et d'innovation reposent beaucoup sur des crédits d'impôt, alors qu'on a énormément de talent dans les universités, comme vous l'avez dit, on produit énormément de recherche qui est très influente, mais qui est utilisée par les entreprises chinoises et américaines pour faire de l'innovation. Et ça, c'est vraiment dommage. Merci beaucoup, Antonin Bergeaud, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.